Salut à tous et bienvenue dans ce quatrième podcast, cette fois-ci consacré au HK416. Et après avoir évoqué le FAMAS avec Arnaud, eh bien cette fois-ci on va évoquer le HK416, le remplaçant, et un petit peu discuter autour de l'arme. Est-ce que c'est un bon choix ou est-ce que c'est une bonne arme, etc. Et en discuter. Arnaud, est-ce que tu peux te présenter rapidement? Alors, bonjour à tous, Arnaud Lamotte, donc technicien armement petit calibre, qui a eu un parcours administratif pendant une quinzaine d'années, qui est aujourd'hui expert auprès de la Cour d'appel de Limoges depuis une dizaine d'années également. Voilà, dans les spécialités armement petit calibre, qui travaille énormément sur le site qui s'appelle laipublication.com, voilà, où on fait de la vulgarisation sur les armes, avec également une chaîne YouTube, mais où il n'y a que du non parlé, et voilà, vous pouvez nous suivre sur les réseaux sociaux, mais surtout découvrir nos travaux sur le site internet. Voilà. Ouais. Voilà, je mets évidemment des liens dans la description. Je reprécise qu'il y a des articles que tu as fait sur le FAMAS et sur le Ouais, HK416, d'où aussi les podcasts qu'on est en train de faire. tout à fait. C'est important effectivement d'aller voir ton travail et ce que tu as Mm. produit, surtout qu'il y a des photos en plus. Enfin, c'est plus agréable qu'une vidéo comme ça parler. Et ça permet, si tu me permets aussi, il Ouais. faut bien comprendre que sur le format de la discussion, on n'a pas, on va dire, la même latitude que Mm. sur le format écrit. Voilà, où effectivement on va pouvoir poser le propos par écrit, reformuler autant de fois que nécessaire, et également, on va dire, revenir dessus en relecture, redocumenter, sourcer, Mm. etc. Alors que là, sur une discussion, bien évidemment, c'est évidemment plus agréable à écouter, et ça je le comprends très bien pour les gens, mais on peut pas avoir la même qualité de travail et la même exhaustivité. Oui, parce que du coup, le premier podcast, c'est vrai on a voulu tenir en 1 heure. La réalité, c'est que j'ai fait pas mal de coupures au montage pour vraiment essayer de serrer. Mm. Et il y a beaucoup de choses qu'on aurait voulu peut-être dire encore plus, mais Mm. bon, on essaie d'être relativement exhaustif. Certains nous disent qu'ils pourraient nous écouter parler pendant des heures, mais vraiment, on va essayer de se tenir à peu près, voilà, à ce format-là qui nous plaît. Un petit message par rapport aux commentaires reçus dans le précédent podcast sur le FAMAS. Il y a eu beaucoup de commentaires plutôt bienveillants et je dirais intelligents et pertinents. Moi, je remercie vraiment chaleureusement les militaires qui ont écrit des retours d'expérience, que ce soit avec le FAMAS, que ce soit avec le HK416. Il y avait vraiment des avis loin de l'avis tranché, ouais, non, le HK c'est de la merde, le FAMAS c'était mieux, etc. parce que c'est français. Non, il y avait des vrais retours là-dessus et je remercie chaleureusement ces personnes-là qui ont pris le temps de faire leur propre retour. Mais exactement, pareil, voilà, moi j'ai essayé de répondre aux commentaires les premiers Mm. jours. Après, il faut, voilà, faut être lucide, c'est très difficile de répondre à Mm. tous les Ouais. commentaires, ça demande énormément de temps, voilà, et Thomas est encore mieux placé que moi Mm. pour le dire. Mais donc voilà, mais effectivement, beaucoup de commentaires bienveillants et constructifs, et ouais, c'est très agréable, ça, Ouais. en tout cas, c'est stimulant. Et bon, il y a quand même évidemment, parce qu'on est sur YouTube et sur Internet, et il y a beaucoup d'experts visiblement sur Internet, c'est vrai qu'on a noté certains commentaires qui mériteraient peut-être de faire une autre vidéo dédiée, le top 10 des pires commentaires qu'on a pu Mm. voir, mais y répondre de manière aussi, nous, intelligente, et Mm. de déconstruire certains propos qui, en fait, on se demande s'ils ont vraiment écouté ce qu'on a dit. Ah, il y en a, c'est sûr que non. Voilà, bon. Ouais. Maintenant, Mm. on réfléchira. Si ça vous intéresse, n'hésitez pas à nous le dire dans les commentaires. On se fera une joie de refaire un cinquième podcast dédié à des réponses à ces commentaires-là. Ouais. S'il y a Euh, matière, parce que S'il y a matière, ouais. on avait proposé la chose effectivement pour FG42 et Hmm, Stronger, et en fin de compte, au bout du bout, il y avait pas franchement matière à faire, ouais. et donc du coup, on n'a pas fait. Donc on a beaucoup parlé du FAMAS qui malheureusement vieillissait. Et d'ailleurs, ça s'est lu dans les commentaires de gens qui ont utilisé le FAMAS et qui reconnaissent donc des militaires d'active, qui reconnaissent que c'est bon, le FAMAS il a fait son temps et il fallait autre chose. Il y a des gens qui ont l'air d'être plutôt pragmatiques sur la question et de se dire oui, effectivement, il fallait changer un autre système. Et je dirais, peu importe le nouveau système, du moment que ça marche. Voilà, c'était un peu l'idée. Et d'ailleurs, il y a un commentaire que j'ai plutôt bien aimé, qui résume parfaitement la chose.
Parce qu'on avait posé la question, fallait-il remplacer le FAMAS, et qui a répondu, la raison, oui, le cœur, non. Ouais, un commentaire qui arrivait très très tôt en plus. Ouais, c'est voilà, c'est plutôt bien mis. Exactement, bonne synthèse. Ouais, donc du coup, le HK416, c'est quoi? Est-ce que c'est un AR-15? Et on va essayer de répondre à ces questions-là. Enfin, d'où vient le HK416 en fait? Chez HK, enfin chez Eclair Koch ou Eclair Koch, Core, ouais, Koch. moi je dis Eclair Core, mais voilà. Alors, le HK416, la genèse de cette arme est relativement simple. L'AR-15, donc le fusil qui a été conçu par Eugene Stoner à la fin des années 50 et qui allait devenir le M16. Alors, quand on dit l'AR-15 c'est conçu par Eugene Stoner, c'est un raccourci. L'AR-10 est conçu par Eugene Stoner et l'AR-15 c'est un portage par d'autres personnes de chez Armalite en 5.56 avec le concours d'Eugene Stoner bien évidemment. Mais une fois de plus, on va pas rentrer dans les détails trop profonds à chaque fois, sinon ça va faire des vidéos à rallonge. Mais donc du coup, cette arme-là, la R15, est une arme aux États-Unis qui a connu et qui connaît toujours de nombreux problèmes de par un système, même un ensemble de choix techniques qui, très honnêtement, sont des choix que je qualifierais pudiquement d'immatures. Pourquoi immature? Parce que Eugene Stoner, qui n'était certainement pas un abruti, quand il a conçu la R15, il était plutôt sur son début de carrière de concepteur d'armes à feu, et il a, on va dire, commis un certain nombre de ce que moi je qualifierais d'erreurs. Notamment le choix du système par tube adducteur. Alors, les deux systèmes, donc le HK416 et la R15, sont des systèmes empreinte gaz. Les deux vont utiliser les gaz qui sont issus du tir pour générer le réarmement. La différence entre les deux, c'est que sur un AR15, on a un tuyau, donc qu'on appelle un tube adducteur, qui va venir transporter ces gaz depuis la frette des gaz, c'est-à-dire là où on les prélève, jusqu'à l'intérieur du boîtier de culasse et de l'ensemble mobile, pour pousser l'ensemble mobile vers l'arrière. Et on verra, on précisera un petit peu le propos ultérieurement, mais donc on transporte les gaz et ça n'a globalement que peu d'avantages, voire ça n'en a pas. De mon point de vue à moi, ça n'en a pas. Après, chacun est libre de se faire une idée, bien évidemment. Sur le HK416, l'idée, c'est tout simplement de remplacer ce tuyau par un piston, et c'est-à-dire, au lieu de transporter les gaz, on va tout simplement mettre en mouvement un piston, et ce piston va venir impulser l'ensemble mobile sans transport de gaz, et donc sans tous les problèmes qui vont avec le transport de gaz. C'est la très grosse différence qu'il y a entre les deux armes, qui peut paraître mineure pour certains, mais qui ne l'est pas en termes techniques, et qui ne l'est pas sur les conséquences de l'arme par rapport à des tests qui peuvent être militaires. Et donc là justement je vais pousser un petit peu le propos un peu plus loin. Le fait de mettre les gaz à l'intérieur de l'ensemble mobile, ça a comme conséquence de générer de l'encrassement des pièces mobiles, parce que tout simplement les gaz qui poussent le projectile, ça comporte des imbrûlés de poudre. Ça va également chauffer l'ensemble mobile, et ça c'est un véritable problème, notamment par rapport au problème de seuil d'auto-inflammation, ce qu'on appelle en anglais un cook-off. Et ça va également, en cas de surpression, ça va transporter la pression. Et ça c'est un vrai problème, parce que ça peut générer la destruction de l'arme, et tu illustreras, je pense, la chose par un extrait. Notamment des tirs aquatiques. Donc les Américains, ça, ils en sont parfaitement conscients du problème de la R15. C'est justement, voilà, je vais mettre un petit extrait, une différence entre, bon c'est peut-être un peu prématuré dans la vidéo là, mais tant pis, entre un AR15 et un HK416, et vous allez voir la différence. Et vous voyez que y en a un qui explose et l'autre pas, en fait. Exactement. Et ça, les Américains le savent dès le départ. En fin de compte, il faut bien comprendre que la R15, alors il y a un article complet sur la R15 si vous voulez avoir les circonstances. Ouais, c'est pas trop le but de la vidéo, mais on est obligé d'aborder un petit peu le point. Mais les Américains le savent très bien, c'est-à-dire les militaires américains, sachant que toujours bien se placer dans le prisme de... Moi, quand je vous parle d'un point de vue militaire et d'un point de vue industriel, ils le savent depuis le départ. La R15 est arrivée dans l'armée américaine à un moment où il y avait un besoin. Le besoin, c'était d'avoir une arme de calibre
calibre intermédiaire au moment où il y avait le déploiement de beaucoup de troupes au Vietnam. Et la R15, il a rempli sa fonction dans ce cadre-là, mais c'est une arme qui est profondément imparfaite et ils le savent très bien. En 1968, vous avez déjà une vidéo d'instruction qui explique qu'il ne faut pas faire tomber l'arme dans l'eau et que si vous la faites tomber, il faut vider l'eau qui est dans le canon avant de tirer parce que sinon l'arme explose. C'est pareil, tu pourras mettre l'extrait au besoin. Voilà, oui, la vidéo est en accès libre sur YouTube. Exactement, sur Internet. C'est une vidéo d'instruction de l'arme américaine. Donc ils le savent, ces problèmes de surchauffe, ces problèmes d'encrassement, c'est quelque chose qui est connu. Et donc la genèse de la HK416, c'est quoi? C'est au début des années 2000, c'est une unité de l'armée américaine, les Delta Force, qui vont demander à HK, fiabilisez-nous ce fusil, notamment parce qu'il ne passe pas ce fameux test de tir en sortie d'eau. Over the beach, le terme. Exactement. Over the beach test, un test OTB, donc OTB, over the beach. Voilà, et donc effectivement, ça ne le passe pas, et donc le 416, il va naître à ce moment-là, et à partir de là, HK ne va faire qu'une chose. Alors au début, c'est globalement, ils vont développer juste la partie haute du fusil, c'est-à-dire le système, ils vont remplacer le système de tube adducteur par le système à piston qui est copié-collé du G36, c'est le même. Et fur et à mesure, HK va en faire une arme à part entière qui va devenir le 416 avec toutes les versions qu'il y aura, parce qu'on verra qu'il y a eu beaucoup de versions du HK 416, où ils vont, pour fiabiliser l'arme, réviser la quasi-intégralité des composants de l'arme. Parce que, comme je le disais précédemment, la R15, malgré son histoire, malgré l'utilisation qui a été faite dans l'armée américaine, est une arme profondément immature et qui comporte énormément de défauts. Bah, j'ai pas envie, tu vois, de trop faire le procès de la R15 aujourd'hui. Je comprends bien. Par contre, il y a un truc intéressant, c'est peut-être que les gens vont se poser la question, mais de toute façon, à quel moment une arme est dans l'eau, quoi. Et c'est important de préciser que soit c'est un accident, tu tombes, j'ai glissé, chef, voilà, je suis tombé dans l'eau. Faut vider, faut citer en embuscade, etc. Il faut que ton arme soit opérationnelle tout de suite. Ou évidemment tout ce qui est force spéciale, nageurs de combat qui ont besoin, qui sortent de l'eau en combinaison. Je mettrai évidemment des images d'illustration et qui ont besoin de leur arme immédiatement en fait, tout de suite. Mais même il y a les tests même qui sont faits après l'exposition à des pluies de type pluie tropicale avec on va dire une pluie très 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 dense avec voilà, et qui va effectivement finir par générer une certaine quantité d'eau à l'intérieur du canon si on transporte l'arme canon vers le haut, et qui effectivement peut poser problème. Voilà, c'est pareil, il y a des tests qui sont faits là-dessus. Mais on choisit pas. Ouais, pardon. Par rapport à la neige, je sais pas si on a le même phénomène. Ah mais bien sûr, alors la neige c'est très connu, et c'est très connu notamment par exemple des chasseurs. La neige, parce que la neige en plus ça rentre très facilement, et quelque chose qui arrive très facilement avec les chasseurs pour la neige, et qui généralement génère l'éclatement des fusils en calibre 12, enfin l'éclatement des canons des fusils en calibre 12, vu qu'un fusil en calibre 12, ça peut baguer, mais très souvent le canon, comme les parois sont très fins, ça a tendance à éclater. Alors on va faire la blague évidemment façon un petit peu Bugs Bunny, c'est-à-dire avec des lames de métal, et quelque chose, donc dans les choses qui vont générer des éclatements de fusils de calibre 12 qui sont réputés, il y a évidemment le fait d'avoir tapé le canon par terre et d'avoir mis de la boue à l'entrée du canon, mais il y a le fait de passer sous les arbres quand il a neigé, canon vers le ciel, de passer sous les branches, et on a tous expérimenté un jour, tous, on est nombreux à avoir expérimenté, la neige tombe et elle rentre absolument partout, y compris dans les vêtements au niveau de l'encoulure, mais le canon fait pas exception, et là en fait c'est de l'eau qui rentre directement dans le canon, et donc ça va péter, et donc ça va générer un bouchon qui va générer on va dire un freinage brutal du projectile au moment de sa mise à feu, et ce freinage brutal du projectile va entraîner une surpression à l'intérieur du canon, et qui peut avoir des conséquences dramatiques évidemment. Donc voilà, donc oui, la neige ça peut être un souci. Et le HK 416, il passe ce test-là de neige, ou c'est pareil Alors la neige, je sais pas s'il le teste au niveau de l'OTAN, je ne pense pas, mais par contre, en fin de compte, à partir du moment où on passe le test au niveau de l'eau, il n'y a pas de raison. Les deux tests d'obstruction de canon qui sont faits, généralement, c'est la présence d'eau dans le canon, et ensuite c'est l'obstruction du canon par la présence d'une balle coincée dans le canon. Alors là, pareil, vous allez vous dire, mais à quel moment on coince une balle dans le canon? En fait, c'est pareil, vous le choisissez pas, mais il faut bien comprendre que les munitions, elles sont mises à l'épreuve par le champ de bataille, et elles peuvent potentiellement être dégradées. Si elles sont potentiellement dégradées parce qu'elles ont pris un peu de jeu, parce qu'elles ont pris l'humidité, même si elles sont vernies dans le but justement d'être rendues étanches. Alors vernies, pas intégralement, c'est verni au niveau de la jonction projectile douille et au niveau de l'amorce. Voilà. Mais ce vernis, ça peut s'abîmer, les munitions peuvent prendre un peu de jeu, elles peuvent être, comme je disais, maltraitées. Et donc on peut avoir, et typiquement les deux cas qu'on peut avoir, c'est quand on a une munition qui a pris l'humidité, c'est d'avoir une munition qui
On va tirer, ça va faire, on dit que ça fait plop. En fin de compte, la balle, elle va être propulsée jusqu'au-delà de la prise de rayure. On va constater un incident de tir, on va retirer la douille, sauf qu'en fait la balle est toujours présente dans le canon, on remet une munition par-dessus et on tire, et au lieu de tirer une seule munition, on se retrouve à tirer au lieu de tirer un seul projectile, on se retrouve à tirer 2 projectiles. Évidemment, les montants en pression sont pas les mêmes, donc ça c'est un test qui est fait. Et l'autre test qui est fait, et qui est généralement le plus critique, pareil, quand on a une mauvaise munition ou on a un problème, la munition s'est arrêtée, admettons, juste après les vents d'empreinte gaz, et donc ça c'est le deuxième test d'obstruction qui est fait par présence de projectiles. On tire avec une munition, avec une ogive, bloquée au niveau juste après les vents d'empreinte gaz, et on regarde comment ça se passe, et on va voir du coup est-ce que ça se passe bien ou est-ce que ça se passe mal. Il y a des armes avec lesquelles ça se passe bien, le 416 ça se passe bien, G36 ça se passe bien, et des armes avec lesquelles ça se passe mal, un M16 ça se passe mal, un M4 ça se passe mal, les mécanismes par tueur-abducteur ça se passe mal, tout le monde le sait. Donc le HK416 c'est une demande des forces spéciales, enfin je crois que c'est les Delta Force. Ouais. D'ailleurs il s'appelle 416D à cause de ça. Le D du 416D, les premiers c'est D pour Delta. Ce n'est pas une erreur, alors j'ai vu ça dans une vidéo anglo-saxonne d'un mec qui dit non c'est une erreur de plan chez HK. Mais vous croyez vraiment que les mecs dans les usines, il n'y a pas tout un protocole de surveillance et de contrôle et que les gens ils font des marquages au pif? Non, le D est bien de Delta, si c'est le vendredi soir en Allemagne, je sais pas, non. Non, je crois, non vraiment, je crois pas, difficilement. Deutsche Qualität. Ouais, la Deutsche Qualität. Donc les forces spéciales, enfin aux Delta Force là, américaines. Est-ce que finalement le HK, il était déjà connu aussi en France? Ben oui, parce qu'on en a eu le même usage que les Américains, c'est-à-dire l'arme a été développée pour les besoins de l'armée américaine. Après, elle est devenue disponible sur, on va dire, pour des achats sur étagère. Et donc, fatalement, les forces spéciales voulant une arme très souvent avec, on va dire, certaines choses qui plaisent sur la R15. C'est pas le propos ici, mais sur des questions ergonomiques, et donc en fin de compte le 416 c'est un R15 qui fonctionne bien. Donc oui, elle a été achetée et largement utilisée par les forces spéciales françaises, que ce soit donc dans l'armée, on va en trouver au 1er PMA, on va en trouver au 13e RDP, etc. Mais on va en trouver également dans les forces de police, on a ça donc par exemple au GIGN, de police, les forces qui font des missions de police, parce que la gendarmerie n'est pas une police, c'est bien une partie de l'armée, mais ils font des missions de police. Et donc le GIGN utilise le 416, donc c'est une arme qui a été utilisée pendant longtemps. D'ailleurs le HK416... C'est quoi longtemps, 10 ans, 15 ans? Oui, alors c'est-à-dire maintenant ça doit faire 15 ans, mais au moment où on va dire où il y a eu l'appel d'offres qui a été fait pour l'AIF, donc on est aux alentours de 2014, ça devait faire une petite dizaine d'années déjà que c'était utilisé dans l'armée française. Arme Infanterie Future. Voilà, c'était l'acronyme qui était utilisé pour le marché de remplacement du fusil d'assaut dans l'armée française. Et donc c'était une arme qui était connue. D'ailleurs, ce qui est assez amusant, c'est que le HK416A5 est largement une mouture du HK416A2 revue et corrigée avec les retours d'expérience des forces spéciales françaises. Très largement. Ah ouais, d'accord. Oui, absolument. C'était quoi les retours? Il a été utilisé où? Au Mali ou en Afghan? Alors là, c'est-à-dire, je pense partout. Là, alors oui, clairement, là, partout où les forces spéciales françaises sont allées pendant cette période-là, il y a eu le déploiement des 416. Voilà, et donc, qu'est-ce qu'il y a eu comme modification? On va dire, le A2, il y avait un système de régulateur d'empreinte gaz qui est fait pour être combiné avec l'utilisation d'un silencieux et le tir d'une munition supersonique. Et donc ce système d'empreinte gaz, il permettait de jouer sur la quantité de gaz en amont du pistolet. Est-ce que le FAMAS pouvait avoir un silencieux? Alors, techniquement parlant, c'était faisable, surtout qu'on avait un cache-flamme avec d'un diamètre de 22 mm. Donc moi, j'ai eu tiré dans ma carrière des silencieux commerciaux sur des FAMAS. Alors, ça va augmenter la cadence de tir, parce que la présence d'un silencieux sur une arme à feu augmente, alors en fonction de comment l'arme à feu fonctionne, va augmenter la présence de tir, parce qu'elle va générer de la pression résiduelle dans le canon après le départ du projectile du canon. Donc ça va continuer à pousser. Cette poussée, généralement, il faut bien comprendre qu'une arme automatique, la manière dont elle fonctionne, pas très souvent, c'est toujours le cas, l'ouverture des mécanismes se fait une fois que la balle a quitté le canon. Mais si vous rajoutez un silencieux sur l'arme, vous allez rajouter de la pression après que la balle ait quitté le canon. Et très souvent, le timing d'ouverture, il est extrêmement serré, c'est-à-dire la balle quitte le canon et quelques instants après, le mécanisme est ouvert. Quand vous rajoutez
un silencieux là-dessus, vous allez avoir de la pression plus longtemps à l'intérieur du canon, c'est-à-dire y compris quand le mécanisme se sera ouvert, et donc du coup vous allez avoir une poussée additionnelle sur l'étui. Et d'ailleurs, le régulateur d'empreinte gaz qu'il y a sur un HK416 A2, A5 ou sur un SCAR, il sert justement à moduler la quantité de gaz qui est admise sur le piston pour faire en sorte que le système, on va dire, s'ouvre un petit poil, on va dire un poil moins vite pour que l'adjonction de poussée qu'on a par le biais de l'étui directement ne génère pas de surcycle. D'accord. Donc il va servir à ça. Et donc j'en reviens à ce que je disais sur le A2, A5. Ouais. Sur le A2, on va moduler la quantité de gaz qu'on met en admission, c'est-à-dire on va admettre plus ou moins une quantité plus ou moins importante de gaz en fonction de s'il y a un silencieux ou pas. Et sur le A5, alors ces systèmes-là sont toujours problématiques parce qu'en fin de compte, ça veut dire que vous jouez sur un diamètre de buse et donc en fait vous générez des pièces qui vont s'encrasser. Et sur le A5, ils ont fait un système qui va permettre de faire un échappement plus ou moins important. C'est-à-dire on va enlever une partie de gaz plus ou moins important de manière plus ou moins précoce. Okay. Et ces systèmes-là sont bien parce que effectivement, ils vont permettre de faire partir la crasse au lieu de restreindre la quantité de gaz accès. Partir la crasse, ça ne veut pas dire auto-nettoyant. Ouais. Système auto-nettoyant, ça n'existe pas. Et dans les missions par rapport au GIGN, l'utilisation, est-ce que tu as des retours est-ce que tu as pu discuter avec des opérateurs qui l'ont utilisé? Moi j'ai croisé, moi j'ai croisé, alors 416, sachant qu'ils utilisent 416, 417, c'est-à-dire le pendant. Et toujours aujourd'hui 416. Oui, à ma connaissance, aux dernières nouvelles, c'était toujours employé. Après, il faut bien comprendre que ces services-là sont toujours dans la, on va dire, dans la prospective. Oui, parce qu'ils avaient le CZ Bren aussi, là, je crois, en 762. Ouais, tout à fait. Alors, le CZ Bren, qui, de la même manière que le SIG MCX dans les armées est employé, est une arme qui, à la base, était, on va dire, pressentie, non pas pour remplacer nécessairement le fusil en 5,56, mais plutôt pour remplacer les armes en 9 mm. Alors, c'est assez particulier, parce qu'effectivement, remplacer du 9 mm, on parle bien de 9 par 19, on parle bien de la munition d'arme de poing, et là on parle bien de remplacer les MP5. L'idée c'était de remplacer les MP5 avec quelque chose de plus péchu en 7,62-39. Et effectivement c'est très très bizarre parce que on change de type d'arme, on passe d'un pistolet mitrailleur à un fusil d'assaut, et c'est idem avec le SIG MCX qui était une solution qui avait été adoptée, enfin qui est adoptée, à ma connaissance c'est pareil, alors je suis pas informé au jour le jour de ce qui se passe dans toutes les unités de France et de Navarre bien évidemment, mais qui avait été adoptée justement pour se substituer au MP5SD dans les forces spéciales. Donc l'idée est la même, et donc oui, les retours d'expérience que moi j'ai eu avec les différents opérateurs, également utilisés par la BRI à Paris, la BRIPP, donc de la préfecture de police, utilise HK416. Voilà, moi tous les retours que j'en ai eu sont des retours positifs. Voilà, alors ça veut pas dire qu'il y a zéro défaut, bien sûr qu'il peut y avoir des défauts, il y a toujours des défauts, les armes sans défaut, s'il y avait une arme sans défaut, tout le monde l'utiliserait, clairement. l'AK, non? De quoi, la Kalachnikov? Non, moi je le disais. Non, mais je te charrie. Non, mais je sais bien que tu fais la boutade. Mais moi, je suis obligé, à chaque fois que tu fais une boutade, je suis obligé de rebondir. Parce que sinon, les gens vont pas comprendre. Mais oui, parce que j'aime énormément la Kalachnikov. Mais par exemple, je disais très souvent en instruction que ce n'est certainement pas l'arme que je donnerais pour des missions de type police. La Kalachnikov, clairement, c'est pas une arme qui conviendrait. Donc, c'est pour ça, il n'y a pas d'arme parfaite et c'est normal de toujours chercher, on va dire, à améliorer les moyens dont on dispose. Mais oui, on va dire, les avis sont très largement positifs sur le 416 dans l'utilisation qui en a été faite, même, on va dire, avant l'adoption dans l'armée française. Et les avis que j'ai depuis l'adoption dans l'armée française sont plutôt positifs. Le point noir que les gens me soulignent très souvent sur le 416, c'est qu'il a un équilibre, il pique du nez. Ben, c'est sûr que quand on passe du FAMAS au 416, on perd l'aspect bullpup et en plus le FAMAS était très très bien équilibré et donc du coup effectivement on a une arme qui pique du pif, mais après ça tire très bien, et ça s'encrasse peu par le tir. L'encrassement endogène est faible. Mais alors est-ce que du coup le fait qu'il était déjà utilisé et visiblement apprécié de ces unités là, ça a influé sur l'adoption, parce que on va essayer de balayer un petit peu là aussi les différentes armes. Parce que certains pensaient forcément le FAMAS c'est un bullpup, alors il y avait le VHS2, donc bullpup, donc certains ne jurent que par ça. Est-ce que comment en fait ce choix s'est porté finalement, quoi?
C'est un marché, hein. Moi, certaines personnes ne seront peut-être pas d'accord avec ça. Moi, je suis totalement convaincu que sur le marché de l'AIF, je ne me prononce pas pour tous les autres marchés comme ça, mais sur le marché de l'AIF, je suis à peu près convaincu que non, il n'y avait pas de, on va dire, il n'y avait pas de gagnant dès le départ, notamment parce que sur les rangs, il y avait deux armes qui étaient coude à coude et qui présentaient des, on va dire, des qualités similaires, qui étaient le HK416 et le SCAR. Je vais en profiter pour donner tous les concurrents. Donc il y a 5 entreprises qui ont été retenues pour participer à cet appel d'offres. On ne reviendra pas sur le cas Vernet-Caron, ça a été largement exposé dans la vidéo sur le FAMAS. Donc la première, la première, c'est pas un ordre, je les donne dans l'ordre dans lequel ça me vient. Donc Huckler & Core qui a présenté une variante du HK416 A5, mais c'est pas un 416 A5, c'est une version différente. La Fabrique nationale d'armes de guerre d'Herstal, la FN Herstal, qui a présenté le SCAR, L pour Light, donc pareil, j'ai pas la définition exacte de l'arme, mais il est vraisemblable qu'elle soit adaptée aux besoins et aux spécificités du cahier des charges de l'armée française, qui comportait notamment la possibilité de faire du tir avec des grenades à fusil. La société HS Product, donc, qui est croate et qui présentait le VHS2, qui était le seul bullpup de l'appel d'offres. Voilà. Ensuite, on avait Beretta avec l'ARX 160, voilà, donc qui est un fusil, j'ai envie de dire, configuration standard. Oui, je sais pourquoi tu te marres, mais de toute façon, on va en parler. On va en parler. Et le dernier truc avec SIG qui s'est présenté de manière un petit peu bizarre. Alors, parce que pendant ça, c'était vraiment une grande inconnue, c'était de savoir si c'était avec le 516 ou avec le MCX. Et donc, après prise de renseignements, ils se sont bien présentés avec le MCX à un moment où le MCX n'était pas finalisé. Donc, en fait, ils se sont présentés avec des protos du MCX. Et visiblement, quand je dis des protos, c'est-à-dire visiblement, ils ont présenté plusieurs variantes de l'arme au fur et à mesure de l'appel d'offres, ce qui est un petit peu curieux. Alors, c'est pas forcément idiot. Mais ils n'avaient pas quelque chose déjà de... Et si, ils avaient le 516, et moi, j'étais au début, pendant un moment, j'étais persuadé... Ouais, 516, je vois pas ce que c'est, mais je mettrai des photos. C'est un système qui, on va dire, l'ergonomie reprend celle de la R15, mais avec un piston. Parce que là aussi, chez SIG, ils sont parfaitement conscients que le tube adducteur, c'est vraiment... Ça n'a pas d'avantage. Hein. Voilà, ça ne fait même pas gagner de poids, contrairement à ce qu'on croit, c'est juste pas vrai. Mais donc non, c'était une lubie d'un inventeur qui d'ailleurs, il a bien vite arrêté au Genstoner. Oui, parce que, on l'a pas évoqué, mais effectivement, la R18, AR180, les Stoner 63, etc., c'est du piston derrière. Ouais, c'est du piston. Il va, et des gens vont vous dire, je vais balayer ça, je vais vous donner mon opinion là-dessus, vous avez le droit de pas être d'accord, bien évidemment. Mais les gens vont vous dire, oui, c'est parce que Armalite avait vendu à la fin des années 50 le brevet du système adducteur à Colt. Oui, mais en fait, le brevet, c'est une exploitation du système par tube adducteur, et comme Thomas le mentionnait tout à l'heure, le système à tube adducteur, il a été utilisé avant Eugene Stoner sur la famille des armes semi-automatiques de la MAS, qui était MAS 44, MAS 49, MAS 49-56, sur les fusils qui ont été faits par Eric Eklund en Suède, les AGM 42, et même, voilà, et même, c'est un des systèmes d'empreinte gaz les plus anciens, vu qu'on le connaît alors je connais pas de prototype, mais en tout cas on le connaît sur plan, sur un pistolet qui s'appelait le Rossignol et qui date de mémoire à vérifier de 1902, donc c'est pas voilà. Et si personne n'a persisté dans cette voie là derrière, c'est parce qu'en fin de compte ça n'a pas d'avantage. Du coup on a vu qu'il y avait 5 concurrents, voilà, et déjà le premier, donc SIG, c'est des protos, donc ça ne marche pas. Alors, j'en sais rien si ça marche pas. C'est pas, en tout cas, ça n'est pas retenu à la fin. Voilà, ce n'est pas retenu à la fin. Mais non, mais pour balayer un peu rapidement, le Beretta R70, le Beretta RX 160. Alors, est-ce que t'en as eu, t'as vu cette arme-là? Déjà. Neutre, sympathique, aucune animosité. Non, c'est une référence aux 2 minutes du peuple pour ceux qui l'ont. Alors, moi, les retours que j'ai eu de cette arme-là sont vraiment pas concluants. Après, comme voilà, c'est une arme qui est quand même, assez ancienne. Je pense même qu'elle est, c'était au moment de l'appel d'offres, elle a déjà quelques années. Mais moi, quand je l'ai connue, cette arme-là, elle était immature. C'est-à-dire, clairement, il y avait des soucis. Les retours qu'on avait étaient relativement négatifs, mais je doute pas que Beretta ait corrigé le tir depuis. Ça, j'en suis à peu près convaincu. Vis-à-vis des principaux défauts, parce que Beretta est tout à fait capable de proposer un fusil d'assaut qui est convaincant.
j'ai pas eu de retour spécialement négatif là-dessus. Moi, je peux raconter une anecdote que j'ai eue à propos de cette arme-là. La première fois qu'on nous l'a présentée, c'était donc dans les années où ça venait de sortir. C'était sur un salon, ça devait être Milipol ou Rosatori, je sais plus lesquels, vu que les deux sont à Paris et que je faisais les deux tous les ans pendant des années. Et la première fois qu'on nous l'a présenté, on avait demandé au commercial évidemment de nous le démonter pour voir comment c'était fait à l'intérieur. Et le commercial n'y est pas arrivé. Et rien que ça déjà, on va dire, ça veut dire que l'arme quelque part est pas user-friendly. Ouais, c'est problématique. Et on est parti du stand, ils n'avaient pas réussi. Ouais. Mais je doute pas qu'entre temps ils ont réussi. Et je reviens à ce que je disais. Tu citais la R70 par lapsus tout à l'heure parce que c'est une arme, la R70 223 que tous les deux on connaît bien. C'est une arme, il y a plein de trucs qui sont intéressants dessus. Et la R70 90 fait encore partie des armes. On en parlera, qui font partie des armes d'évaluation pour les munitions au sein de l'OTAN, parce que je pense que c'est un bon fusil d'assaut, et donc je pense que la RX 160, il y a des choses intéressantes dessus, mais bon, en tout cas, il n'a pas été convaincant sur l'appel d'offres. Du coup, le VHS2, donc Bullpup, FAMAS Bullpup, VHS2 Bullpup, on se dit potentiellement, c'est ce que ça va prendre. Ouais, ça va matcher. Ouais. Et non, en fait. À ma connaissance, les problèmes étaient plus d'ordre ergonomique que d'ordre technique. C'est-à-dire, moi, ce que j'ai entendu dire, c'est qu'au niveau technique, l'arme avait très bien performé, ce qui n'est pas tout à fait surprenant, vu que c'est très inspiré par le G36. Bon, le système d'empreinte gaz, c'est quasiment une copie de celui du G36. La tête de culasse, on va dire, n'est pas une copie de celle du G36. Le G36 n'a que 6 tenons en tête, la R15 en a 7, et le VHS2 en a bien 7. Mais ils ont étoffé la tête de culasse pour faire en sorte qu'elle n'ait pas les fragilités de la tête de culasse AR15. Oui, parce qu'une tête de culasse AR15, c'est fragile. Tu pourras mettre, je te mettrai les photos des culasses pétées. La durée de vie d'une tête de culasse AR15, c'est inférieur, elle est de l'ordre des 5000 coups. Ça dépend bien évidemment des munitions que vous tirez. Quand je vous parle de ça, moi je parle toujours de munitions militaires qui sont plutôt hautes, pas des munitions civiles qui sont très souvent, on va dire, avec des pressions très ménagées pour éviter qu'il y ait des accidents. Donc voilà, mais donc l'arme, elle a visiblement plutôt bien performé. Au niveau mécanique, moi je trouve ça assez sympathique, honnêtement, j'en ai démonté un il n'y a pas si longtemps que ça, et parce que j'en avais eu en main, mais j'avais jamais eu le loisir de le démonter. Là j'ai eu le loisir de démonter. Moi j'étais assez... Je comprends que ça ait bien performé, et après là où visiblement... C'est une version civile que tu as... Oui, c'est une version civile. Mais on va dire peu ou prou, certes il y a les éléments qui permettent le tir automatique, mais la culasse, le système empreinte gaz, et même voilà, une bonne partie du système de mise à feu, les éléments vont être très similaires. Et au niveau de la qualité de fabrication aussi, mais ça j'avais déjà vu sur les pistolets VHS, c'est plutôt, on va dire, très satisfaisant. Évidemment, visiblement, ce qui a pêché avec le VHS2, c'est plutôt les problèmes d'ergonomie. Ça m'a été dit par de nombreuses personnes qui ont utilisé l'arme, qui m'ont dit, le VHS2 c'est bien, mais il faut être grand ou très grand. Et c'est vrai, alors quand on me le disait, je me disais, les gens peut-être exagèrent un peu, je suis pas très grand, je fais 1m74, donc on va même dire que je suis plutôt, allez, pas petit, mais on va dire, voilà, je sais pas ce que c'est la moyenne 1m80, on va dire. Voilà, mais du coup, pour moi, effectivement, le fusil est beaucoup trop grand. Voilà, moi j'ai tiré quelques cartouches avec, c'est pareil en fait, moi je fais un 1,80 et je trouve qu'il est très grand. Oui. En fait, pour un bullpup, du coup, on est très en avant. Oui. Alors que le même jour, je tirais avec mon SIG 550, qui est, je pense qu'il est quand même plus grand. Et en fait, je suis plus ramené là. Ouais. Et c'est mieux, en fait. Il faut ramasser, le mot est sans doute mal choisi, mais il faut faire corps avec son arme, et pour pouvoir faire corps correctement avec son arme, il faut que l'arme elle ait une certaine compacité. Donc quand elle est trop grande, on est très vite, quand on a les bras qui sont jetés à l'avant, très vite la position de tir elle est désagréable. Et la main droite sur la poignée est très loin, je trouve, déjà. Quoi. Alors ce qui fait que sur un pas de tir, en tant que tireur civil, pas de problème, ça va. On s'en fout. Par contre, quand vous avez effectivement 100 000 personnes à équiper qui ont des tailles différentes, des morphologies différentes, il faut essayer d'adapter un petit peu à tout le monde l'arme. Exactement, et sachant qu'en 1m73, je suis pas, on va dire, représentatif des gabarits les plus petits de l'armée. Il y a des gens dans l'armée qui ont une tête de moins que moi. Donc ça veut dire voilà, que ce soit des hommes, des femmes, on va pas faire de stéréotypes, mais des personnes à 1m50, ça existe. Et donc du coup, effectivement, c'est un vrai problème. Et sachant que dans l'appel d'offres, il fallait qu'il y ait une modularité sur la longueur de la crosse pour justement pouvoir s'adapter. Et là, en fait, le truc, c'est que l'arme nativement est grande, et pour, on va dire, répondre à cette question de modularité, il proposait de l'allonger encore plus. C'est pour ça que en fait, même si il raccourcissait le canon, parce que c'est quoi, c'est 20 pouces, je crois.
Sur les variantes qui ont été proposées, je sais pas. Bah, Voilà. Commercialement, je crois que la plupart des VHS2 qui sont proposés, ils sont quand même en canon de 16 ou 14 pouces. Mais voilà, 20 pouces, c'est rare. Ça doit exister, hein, ça doit être proposé en 20 pouces. Non, parce qu'effectivement, ils ne pouvaient pas gagner plus en arrière, en fait, c'était impossible. Ah ben non, c'est pas possible. Ouais. C'est vrai que là, le Fama, c'était pas mal là-dessus, quoi. Quand même. Ah ben, quand même très compact. Hein. Ah oui, tout à fait. Ok, donc problème de morphologie, et finalement, donc reste le Scar et le HK416. Ouais, qui sont, à ma connaissance, les deux armes qui sont arrivées en tête sur ce marché. Voilà, avec, il y a eu un sprint de tête qui s'est même fini avec un recours en justice de la part de la FNR Stahl, ce qui est absolument légitime, on va dire, quand vous faites un appel d'offres et que vous arrivez très serré, c'est comme dans un match, vous demandez à recompter les points. Et on va pas rentrer, c'est pas sur les aspects juridiques, déjà parce que j'ai pas le dossier en main et qu'on va se garder de parler d'un dossier juridique quand on n'a pas les pièces en main, mais on va dire, voilà, ça s'est joué serré, les deux armes sont bonnes de guerre, les deux armes ont performé correctement par rapport à ça, et visiblement le HK416 a performé légèrement mieux, et au niveau des tarifs, parce que faut pas se mentir, ça joue évidemment, le HK devait pas être plus cher que le Scar. Ouais. Une arme à 5000 balles sur le marché civil, bon. Ouais, mais on va en revenir à ce qu'on a dit déjà, c'est que les prix sur le marché civil ne correspondent à aucune réalité. Oui, parce que 3000 balles, le MR60, le MR223. Le MR223 dans toutes les armureries de France, et c'est 700 €, hein, le HK nu. Oui, alors ce que j'allais dire, sur le prix du marché, comment s'appelle, le HK416, globalement, si on regarde environ le prix de l'arme nue, c'est-à-dire sans les accessoires, sans le bouchon de tir à blanc, sans tous les chargeurs, sans les chargeurs pour le tir à blanc, sans la bretelle, sans la housse, effectivement, et sans le nécessaire de nettoyage, on doit être à quelque chose qui est aux alentours des 700 € l'unité, ce qui est pas cher du tout. Et c'est sûr qu'un MR223, c'est comme tu dis, c'est 3000 balles. Donc c'est sûr que là, on se dit, mais bon, l'armée en a acheté 100 000 aussi. Donc mais forcément... Je sais plus si on l'évoquait dans le podcast du FAMAS, mais effectivement, l'armée passe, ou l'État français passe directement contrat avec HK. Alors que HK France. Ouais. Il y a une filiale HK France. Mais du coup, nous, effectivement, il y a en plus des revendeurs. Donc forcément, tout le monde marche dessus. Hein, mais il y a un importateur. Il y a des taxes dessus à payer derrière. Bref. Il y a un importateur. Si on fait le parallèle avec comment ça s'appelle, parce que HK France donc, est une société qui est spécialement dédiée pour le commerce des armes auprès des services de l'État, donc c'est pas la peine de les emmerder pour des questions d'armes civiles, ils ne gèrent pas ça, c'est importé en France par la société Rua Gamotech. Mais par exemple, quand vous achetez un MR223 en France, effectivement il a été importé par Rua Gamotech, qui doit faire un billet dessus, qui va le vendre à un armurier probablement, qui va faire un billet dessus, il faut bien que l'armurier y vive, et derrière vous allez rajouter, par rapport à tous ces gens qui ont pris une com, vous allez rajouter la TVA, 20%. Donc forcément ça va changer un petit peu les prix, je dirais pas du tout au tout, mais ça peut changer beaucoup, et sachant que de toute manière, ne mentons pas, même sortie d'usine, les armes civiles sont plus chères que les armes militaires. Voilà. C'est pas les mêmes... voilà. Il y a juste un absent là-dedans, c'est CZ. Qui n'a rien proposé, visiblement. Qui à ma connaissance alors c'est pas là, pardonnez mon grand âge parce que du coup le marché il remonte à 2014, donc ça fait 10 ans mine de rien à peu près le marché. La notification c'était septembre 2016 et donc le marché a commencé en 2014, et si ma mémoire est bonne, parce qu'évidemment tout le monde à l'époque s'est dit pourquoi CZ présente pas le Bren 2, voilà, qui était un fusil qui a été peut-être pas mal d'ailleurs, tout à fait, je pense que qui était peut-être un poil plus jeune que les autres, et qui bénéficiait pas du même retour d'expérience, même s'il a été utilisé par les forces spéciales tchèques, donc voilà, et qui honnêtement est un fusil qui est quand même pas mal inspiré, on va dire, c'est pas une copie, je parle d'inspiration, c'est globalement inspiré par le Scar. Et donc qui est un bon fusil, et à ma connaissance le défaut c'est pas tout à fait le même que celui de Vernet-Caron, c'est-à-dire c'est visiblement ils ont pas réussi à présenter un dossier en temps et en heure, en bonne et due forme, pour pouvoir concourir là-dessus. A priori c'est ce qui a pêché chez CZ. Maintenant voilà, information vérifiée, parce que je vous disais ça a 10 ans et honnêtement je me souviens pas de tout. Ouais, d'accord. Du coup, alors il y a un truc assez amusant quand même, c'est que HK416, HK417,
il y a le SCAR aussi dans l'armée en tant que fusil de tireur de précision. Ouais. Pourquoi du coup, c'est vrai que c'est assez étonnant de se dire, bah attends, on a le SCAR en fusil de précision, pourquoi on n'a pas pris le SCAR? Ou alors, je sais plus si on utilise le 417. Pourquoi ne pas avoir justement les mêmes armes en fait, enfin Un du même système d'armes. fabricant, ouais, Ouais. le même système d'armes quoi. Ben parce que, alors déjà, au niveau de la temporalité, les remplacements se sont pas faits au même moment, c'est-à-dire le 416, le remplacement il a été initié, le 416, le FAMAS, le remplacement il a été initié en 2014, Ouais. sachant que la réflexion est antérieure évidemment, Oui. c'est quand ils font le truc, c'est ils y ont réfléchi avant, mais qu'à l'époque ils n'avaient pas encore réfléchi On à espère. remplacer le... Hein Je oui, dis, oui, non, mais espère. bien sûr, vous inquiétez pas, enfin, Non, moi, je plaisante, hein, mais... j'avais compris. Mais oui, donc, donc déjà la temporalité n'est pas la même. Le FPSA, il a donc fusil de précision semi-automatique qui a été fait pour remplacer le FRF2. Il est venu après et ensuite ben, c'est la loi des marchés. C'est-à-dire en fait tout simplement quand vous passez un marché, vous ne pouvez pas difficilement tronquer le marché en disant je veux ça. Parce qu'il y a des règles de droit qui font qu'il faut ouvrir les marchés à la concurrence. On peut ne pas être d'accord, hein. On peut dire oui, ça n'a pas de sens, etc. Après, Oui, tu mais... peux ouvrir le truc, mais choisir, dire bah non, Ben, tant pis, je prends l'autre, je prends celui que j'ai envie, quoi. Oui, mais en fait, il faut c'est pas Le pour rien justifier, tu veux dire. Exactement, c'est Ouais. pas pour rien que la FN Herstal s'est permis de faire un recours en justice par rapport à la décision qui a été faite, parce qu'un marché public répond à des règles de droit, et donc il faut respecter, et notamment, je sais qu'il y a des gens qui vont s'arracher les cheveux en commentaire, je suis pas en train de défendre un système, j'en ai rien à faire. Enfin, non, j'en ai pas rien à faire, j'ai des opinions politiques, mais ici, mes opinions politiques n'ont absolument pas prise avec, avec mon discours, mais il y a des règles de droit, il y a des règles de droit européennes, et donc en fait, on fait pas ce qu'on veut sur un marché public. C'est aussi bizarre, l'État n'est pas, je vais dire je vais jeter un pavé dans la mare, l'État n'est globalement pas souverain pour acheter le matériel de certaines manières. Là par exemple, il pouvait estimer qu'il fallait que l'arme soit fabriquée en Europe. Ça c'était une des exigences, il fallait impérativement que l'arme soit fabriquée en Europe. Mais par contre, au-delà de ça, ben, il faut ouvrir le marché à la concurrence, et donc pour ouvrir le marché à la concurrence, on peut pas dire j'ouvre à la concurrence mais c'est le fusil de chez HK que je veux. Donc ça c'est compliqué. Sinon, c'est pas un marché public, c'est un achat sur étagère. C'est faisable, hein, les achats sur étagère. Il y en a plein. Mais du coup, ça aurait été quand même intéressant d'avoir le duo, quoi. J'imagine, pour tout ce qui est pièces détachées, etc. Enfin... Ah mais tout à fait. Mais sur le FPSA, vous risquez pas de l'avoir, le duo, vu que de toute manière, pour le fusil de précision semi-automatique de l'armée française, HK n'a pas concouru. Donc HK n'a pas voulu participer à ce concours. Enfin son concours, à cet appel d'offres, c'est une soviétisation des mots, parce que les Russes ils faisaient des concours entre leurs les Russes, les soviétiques, voilà, entre les concepteurs d'armes et voilà, donc non, l'appel d'offres, et donc l'appel d'offres, HK tout simplement n'a pas souhaité s'y associer pour la simple et bonne raison que dans cet appel d'offres, quand vous achetez, donc il a porté sur un montant assez faible de fusils, vu qu'on parle de 2600 fusils qui ont été commandés à la fin, pas beaucoup, et en fin de compte, la majeure composante, la composante majeure de ce marché, c'est pas le fusil, c'est le couple optique-optronique. Et donc du coup, le problème, c'est qu'il fallait s'associer à une boîte. Ça pouvait être Thales, ça pouvait être Zeiss, ça pouvait être voire à plusieurs trucs. Donc ceux qui ont été, c'est OIP qui a eu la lunette tire-jour et la lunette tire-nuit. J'ai un doute pour le SCAR. Mais donc du coup, HK n'a pas souhaité s'associer à ce marché-là, tout simplement parce que ils estimaient que, entre guillemets, pour 2600 fusils, on va dire la quantité de travail, la prise de risque, parce qu'il y a évidemment des prises de risque par rapport aux pénalités de retard, etc. et compagnie, en fin de compte, le jeu n'en valait pas la chandelle, et donc du coup, ils n'ont pas concouru. De la même manière qu'ils n'ont pas parcouru à l'appel d'offres pour le pistolet. Il n'y a pas eu de pistolet HK sur l'appel d'offres qui a vu l'adoption le Glock, qui s'appelle le PANG. De quoi? Pistolet automatique nouvelle génération, si je dis pas de conneries. L'acronyme c'est PANG. Ouais, d'accord, donc après le PAMAS, le PANG. Le PANG, ok. Voilà, donc PANG. C'est bien, on apprend des choses. Pourquoi pas? Pourquoi pas, ouais. Et alors, on a vu que dans le premier podcast, le problème du FAMAS, c'était le problème de compatibilité avec les cartouches OTAN. Le FAMAS n'était pas dans la liste des armes OTAN, et donc avec le HK416, j'imagine qu'on a dû résoudre tous ces problèmes-là et adopter une arme OTAN. Eh ben non.
Voilà. Eh ben non, ouais. Eh ben non, parce que je sais plus si on a fait la liste des armes qui sont on va reprendre le truc à la base. La munition OTAN, elle est standardisée autour d'une liste d'armes qui est contenue dans un document de l'OTAN qui s'appelle le Manual of Proof and Inspection, voilà, multicalibre, qui va traiter le 4.630, le 5.728, le 9 para, le 5.56, le 7.62.51 et la 12.7, la 12.7.99. Et c'est pour le 5.56, il y a 5 armes qui servent d'armes de référence et qui permettent de normaliser la munition dans le but de la rendre interopérable. Et alors 5 armes, c'est pas 5 armes, c'est 5 familles d'armes. Il y a les M16 A2 et A4, donc c'est ce que j'appelle une famille, c'est la famille M16. G36, G36A1, c'est une deuxième famille, celle des G36. L85A2, donc le fusil britannique, revalorisé, remis à niveau par HK, vu que la version A2 c'est la version mise à niveau par HK. Le Beretta AR7090 et la Minimi MK1, donc le fusil mitrailleur. Ouais. Voilà. Ça, c'est la dernière mouture à l'heure où on parle, octobre 2020. Pardon, et ce qui est surprenant, c'est qu'il n'y a pas une seule de ces armes-là qui a été dans les 5, dans l'appel d'offres en France, quoi. Exactement. Et donc déjà à ce titre-là, entre guillemets, pas de regret. C'est peut-être pas plus mal, hein, finalement, parce que vu la liste. Ben, on va voir qu'en fait ça soulève une autre question, mais on va en parler après. Ouais. Mais bah non, parce qu'il y avait le G36 dans la liste. Ah, oui, c'est vrai, je vais réaffirmer et recrier au monde mon amour du G36. Mais non seulement il n'y a pas d'armes là, mais en plus ça, quand on regarde les armes dans les définitions dans lesquelles elles sont données, le canon le plus court fait 45 cm et le canon le plus long, qui est celui du M16 A2, enfin des M16 A2 et A4, il fait 20 pouces, c'est-à-dire 508 mm, donc plus de 50 cm. Alors la longueur du canon, vous allez me dire qu'est-ce qu'on s'en fout, mais en fait la longueur du canon, elle est vachement importante pour la fiabilité de l'arme par rapport au fait de normer une munition. Pourquoi ? Parce que toutes ces armes sont des systèmes à empreinte gaz. Soit à tube adducteur avec les M16, soit à piston pour tous les autres, avec certaines armes qui fonctionnent avec un piston attelé à l'ensemble mobile. C'est le cas de la R70-90 et de la Minimi, et les autres armes qui sont des armes qui fonctionnent avec un piston non attelé, le G36, le L85 A2. Voilà, donc on n'a que des armes qui fonctionnent avec un emprunt de gaz, et sur les armes qui fonctionnent avec un emprunt de gaz, la longueur du canon va, on va dire, faire en sorte qu'on va positionner les vents, c'est-à-dire le trou qu'on fait dans le canon pour prélever les gaz, à une certaine longueur. Et quand on a des canons qui sont à peu près tous du même tonneau en longueur, parce qu'entre 45 et 50 cm globalement, c'est à peu près la même chose. Certains vont se dire 5 cm c'est beaucoup, mais en fait non. Ben, en fin de compte, on va quand même arriver à placer à peu près les vents standards à peu près au même endroit. Et donc on va pouvoir normer une munition avec un niveau de pression à 7 évents, et il est mesuré, c'est à 305 mm si je dis pas de bêtises, et la pression est de... oh purée, j'ai un trou de mort. On la mettra à l'écran pour éviter de dire une bêtise. Et donc voilà. Mais donc ça, c'est normé. Et donc ça, c'est ce qui va, entre guillemets, c'est l'indice d'octane du moteur. Et le problème, c'est que quand on commence à avoir des canons qui sont trop courts, et notamment des canons de 14,5 pouces qui font 368 mm ou plus bas encore, et c'est le cas des deux canons, les deux variantes du FAMAS, du 416, je vais y arriver, F de l'armée française, on a le standard et le court, donc avec un canon un qui fait 368 et l'autre il fait 250, on mettra à l'écran. Je sais pas. Pareil, j'ai un trou de mémoire, mais le premier c'est 368 mm, c'est sûr. Et l'autre est encore plus court, on ne peut tout simplement pas avoir les évents d'empreinte de gaz à cet emplacement-là, et donc on ne peut pas normer la munition par rapport à l'évent de cette arme-là. D'accord. Et ça, c'est un vrai problème, parce que tout simplement, il est illusoire de croire qu'on peut normer une production à l'identique, notamment sur, on va dire, quand on va essayer d'unifier des productions avec différents pays dans le monde et différentes usines. Croire qu'on va avoir des munitions identiques, mais totalement identiques, entre des munitions qui vont être fabriquées par IMI en Israël, par BAE en Angleterre, par M&N en Allemagne, par Cellier Bello, en République tchèque, non, on aura des produits similaires, on n'aura pas des produits identiques. Ils vont avoir des approvisionnements différents, ils vont avoir des poudres différentes, ils vont avoir des étuis différents, et donc ça va changer, et entre guillemets c'est quelque chose qui est voulu. On ne veut pas avoir, on va dire pour des raisons idéologiques,
une uniformité de matériel, on va avoir une pluralité d'approvisionnement, mais par contre, le problème, c'est que cette pluralité, elle induit des différences. Donc, il faut normer, mais le problème, c'est que si on norme trop, on en revient à ce que tu disais tout à l'heure par rapport à l'appel d'offres, si on norme trop, tout le monde doit produire exactement le même produit, ou alors c'est qu'on favorise quelqu'un. C'est au choix. D'accord. Et donc, du coup, donc on peut pas. Et là où ça pose un gros problème, c'est qu'aujourd'hui, pour moi, entre guillemets, la vraie question est de savoir c'est est-ce que la norme OTAN est encore, on va dire, fait encore sens. Parce que le problème, c'est qu'effectivement, on pourrait se dire, ouais, les Français, ils ont fait n'importe quoi à adopter une arme qui n'est pas, on va dire, qui ne rentre pas dans les canons des munitions interopérables OTAN. L'interopérabilité étant un critère qui dit quoi? Ça dit que tout simplement, au sein de l'OTAN, il y a plein d'armées différentes, avec plein de matériels différents, mais à minima, on va faire en sorte que les munitions puissent être interchangées en ayant le même niveau de fiabilité, le même niveau de précision et le même niveau de sécurité, que ce soit au stockage ou à l'utilisation. Et là, effectivement, on a une arme qui est compatible avec les munitions de l'OTAN, ce que n'était pas le FAMAS, mais qui n'est pas pour autant interopérable OTAN, parce qu'elle ne fait pas partie de ces armes listées. Mais en fait, la réalité, à mon sens, simplement, c'est qu'on ne pouvait pas avoir une arme interopérable OTAN, au sens où aujourd'hui, personne ne veut d'armes interopérables OTAN, dans le sens où personne ne veut une arme avec un canon de 45 ou de 50 cm. On met la Minimi de côté, qui est une arme d'appui. C'est pas le sujet. Moi, je parle de fusils d'assaut. Dans les fusils d'assaut, aujourd'hui, quand on regarde les armées dans le monde qui adoptent des fusils d'assaut, personne n'achète des canons plus longs que 368 mm. Et donc aujourd'hui, la question, ce serait est-ce qu'il ne faudrait pas, on va dire, réviser cette... Donc 368, c'est, tu dis 14 pouces et demi. 14 pouces et demi, ouais. Si je dis pas de bêtises, faites-le en calcul mathématique, et si je me suis trompé, vous me bâcherez en commentaire. Voilà. Il n'y a pas de problème. Je vais faire mon excuse à 2 balles, je suis dyslexique. Voilà. Donc, d'accord, donc 14 pouces et demi, tout le monde veut ça, mais en même temps, ça correspond pas à la balle SS-109 pour l'optimisation. Exactement. C'est pas ce qu'il faut, quoi. Exactement. C'est-à-dire, en fin de compte, la balle SS-109 dans la mouture, dont on va dire qui est utilisée dans le manuel OTAN pour faire cette munition-là, c'est une munition qui est optimisée pour être tirée dans un canon de 50 cm, qui est un canon c'est un canon de test qui s'appelle le canon EPVAT, donc c'est Evaluation Proof Velocity and AT, derrière, vous trouverez l'acronyme où on l'affichera à l'écran. Et donc voilà, et donc effectivement, on a un truc qui est très paradoxal. Alors, ça faisait du sens dans les années 80 quand il y a eu l'adoption de la 5,56 en tant que nouvelle munition OTAN. Parce que toutes les armées avaient des fusils. L'armée américaine avec le M16A2 avait un canon de 50 cm. L'armée française avec le FAMAS avait un canon, il fait 400, on le mettra à l'écran, mais il fait plus de 45 cm. Idem pour les Britanniques, idem pour le G36, il fait 45 cm. Donc en fait, à cette époque, là ça avait du sens. C'est aujourd'hui que ça n'a plus de sens, au sens où les gens ils en veulent pas, et donc ils veulent pas d'un canon long parce qu'ils ne veulent pas d'une arme longue. Donc c'est ça. Pourquoi? C'est parce que de toute façon on se rend compte que le fusil d'assaut en 5,56, les distances d'engagement, ça sert à rien d'avoir un truc qui tape à 600 mètres alors déjà, à 5,56 à 600 mètres, ça tape pas. Enfin, ça tape pas, vous allez toucher la cible, mais bien sûr que vous touchez la cible. Non, mais c'est ça que je veux dire, tu vois, c'est qu'on finalement, bon, comme tu disais, on en parlait en off, c'est pas... un fusil d'assaut ne change pas le cours d'une bataille finalement, qu'on ait eu le HK416, je dérive un peu dans la conversation, mais qu'on ait eu le HK416 ou le SCAR, ou pire, le Beretta, est-ce que ça aurait changé quelque chose sur les... Non mais tu vois, est-ce que ça change quelque chose en fait sur le front? Ben non. Alors, c'est bien le problème, et en fait c'est pareil. Finalement, tu vois, ce que je veux dire par rapport à la longueur du canon, effectivement, il faut peut-être jouer sur l'encombrement minimum. Alors, voilà ce que j'allais dire. Le problème aujourd'hui par rapport au le fait de plus vouloir un fusil avec un canon de 50 cm, c'est qu'on veut une arme avec un encombrement court tout en ne voulant pas un bullpup. Parce qu'on n'a pas évoqué ça, mais on peut le mettre entre parenthèses. Je suis pas convaincu que les militaires de l'armée française, on l'a évoqué dans le FAMAS sur le fait que le FAMAS n'est pas ambidextre. Il y a des gens qui continuent à dire qu'il est ambidextre. J'ai vu encore un commentaire. Non, il est adaptable gaucher-droitier, mais il n'est pas ambidextre. C'est pas ça une arme ambidextre. Par contre, le HK416 le HK416 pour le coup il est parfaitement ambidextre. Voilà. Ce qui d'ailleurs entre guillemets n'est pas sans créer des problèmes, parce qu'avec les commandes notamment de crochet de chargeur de chaque côté, on se retrouve avec des décrochages intempestifs de chargeur, parce qu'en fonction de comment on porte l'arme sur le corps, on va appuyer par inadvertance sur le bouton, vu qu'il y a un bouton de chaque côté. Voilà. Bon, le bouton de chargeur de la R15, c'est pas réfléchi, on va pas se mentir. Il est très pratique pour décrocher rapidement, mais il n'est pas rationnel par rapport à un usage militaire. Je pense qu'un jour on fera le procès de la R15.
Mais ce sera assez rigolo, voilà. Ouais, je sais, après, on le fera, moi, avec grand plaisir. On en a parlé, je vais faire de la pub pour un autre camarade vidéaste qui est Anne Schroeder, où on a fait une émission sur la question des fusils d'assaut et on a parlé de la R15 notamment. Ouais. Voilà, donc, voilà. Mais effectivement, on pourra en parler, mais ce fusil n'a pas que des qualités. Voire a-t-il des qualités. Mais, donc, du coup, effectivement, là, on a cette problématique d'encombrement avec une arme qu'on veut ambidextre et qu'on veut pas bulb up. Et donc, du coup, la seule longueur sur laquelle on peut jouer, globalement, c'est la longueur du canon. Et surtout qu'effectivement, la 5,56, alors certes, on grève terriblement son potentiel énergétique en réduisant le canon. Vraiment beaucoup. Mais par rapport au théâtre d'opération, est-ce que c'est si embêtant que ça, finalement? Alors, puisqu'on a maintenant, je sais pas, des armes de soutien qui seront beaucoup plus performantes. Ouais. Enfin... Moi, on va dire, il y a deux choses qui sont des... quand je parle avec des gens du milieu, il y a deux phrases qui reviennent assez régulièrement. La première, c'est de moi qui dit une phrase que j'aime beaucoup, qui est le 5,56 est un mauvais calibre, mais ça fait le job. Donc, en fin de compte, il n'y a pas vraiment de raison de le changer. Pourquoi c'est un mauvais calibre? C'est chaud en pression. C'est déjà chaud en pression. On parlera sans doute du 277 Fury. On verra qu'à côté, c'est rien du tout. Mais on a plus de 4000 bars de pression et c'est exagéré, et c'est une munition dont le potentiel de létalité repose sur sa vitesse. On va mettre, juste pour les pressions, un petit tableau que tu as fait sur ton site, très bien. Je l'ai sous les yeux là, avec par exemple la 12.7. Voilà. Quand tu vois que la 12.7 effectivement elle fait 3700 bars, alors que le 223 fait 4300. Il y a un petit problème. Après, voilà, c'est toujours pareil. En fait, on peut faire des munitions. Alors, il y a des gros volumes de poudre à l'intérieur et des gros volumes de gaz. Mais en fin de compte, on va les exploiter sur une longueur plus ou moins grande. Mais on va y revenir brièvement. On parlera, je pense, du 277 Fury, du 6.851 pour l'appellation métrique. Et donc, voilà. Mais effectivement, désolé, j'ai fait tomber mon écouteur. Le problème, c'est que la 5,56, en fin de compte, oui, elle n'est pas hyper performante parce que du coup, il lui faut de la vitesse pour avoir un potentiel vulnérant important, mais sauf qu'en fait, quand on raccourcit le canon, on tombe la vitesse, et ensuite, la vitesse, c'est le truc qui tombe naturellement avec la distance. Donc, c'est un mauvais produit par rapport à ça, mais par contre, elle fait le job, parce que quand vous êtes blessé par une 5,56, ça va mal se terminer. Voilà, ça guérit pas du cancer. C'est comme les gens qui vous disent qu'une 6,35, c'est pas dangereux, mais bien sûr que c'est pas dangereux, que c'est pas suffisant pour la défense. Oui, mais enfin, ça reste létal. Donc ça fait le job. Et donc c'est pour ça que c'est suffisant, et que changer tout le système pour ça fait peut-être un peu riche. Maintenant, c'est des questions qui sont en train de se poser, notamment, et c'est là que j'en viens justement à donc ce qu'ils ont appelé métriquement la 6.8 x51, et qui s'appelle aux États-Unis sur le marché civil la 277 Fury, qui est donc une munition qui est encore plus chaude en pression, vu que là on dépasse allègrement les 5000 bars, on doit être aux alentours des 5500 bars. Pareil, on mettra la valeur précise à l'écran au besoin, et qui en plus a été fait pour être tiré. Alors le concept du 6.851, c'est de tirer dans un canon de moins de 40 cm, il fait 33 cm si ma mémoire est bonne, dans le fusil qui a été, on va dire, pré-adopté, parce que c'est pas une adoption officielle encore dans l'armée américaine, et qui est le XM8, qui est un SIG, voilà, XM7, pas 8, excusez-moi, XM7, le XM8, c'était un prototype HK. Bizarre, voilà. Mais là, où à mon avis ils sont en train de se fourvoyer, et visiblement aujourd'hui les questions qui se posent dans l'OTAN, c'est pas de redéfinir une norme de 5,56 par rapport à un canon de 368 qui deviendra un canon standard, visiblement c'est plutôt de normer une nouvelle munition de type 6.851, ce qui pour moi est une connerie parce que la munition est déjà trop chaude en pression. Et ensuite, comme son nom l'indique, 6.851, 7,62 par 51, on est en train de réinventer l'eau chaude. C'est-à-dire, on est en train de prendre une 7,62-51, on est en train de vouloir faire la même chose avec, c'est-à-dire tirer loin, c'est-à-dire tirer jusqu'à 600, 800, voire même certains vont vous dire jusqu'à 1000 mètres, avec des canons globalement de moins de 40 cm, et en exploitant le fait que les munitions comprises entre 6,5 et 7 mm ont des densités de section qui sont très très bonnes, et qui sont donc très promptes à faire à la fois comment ça s'appelle, qui ont une balistique extérieure qui est généralement très bonne, et également en termes de perforation pure et dure, quand on est en projectile ordinaire, des performances à l'impact qui sont très bonnes. Mais là, à mon avis, on est en train de remplacer c'est pas le 5,56 qu'on est en train d'invalider, c'est le 7,62 qu'on est en train d'invalider, le 7,62 par 51. Mais aujourd'hui, visiblement, le débat il est là-dessus.
Et à mon avis, c'est un faux débat. Mais, enfin, c'est un faux débat. C'est un débat erroné. C'est comme ça que moi, je le lis actuellement. D'accord. Voilà. La parenthèse emmerdante, je la termine. Donc Voilà. bon, finalement, on prend un HK416 dans une munition normée, mais on n'a pas la bonne compatibilité. Mais est-ce que c'est grave? Bah en fait non. Non, c'est pas grave dans la mesure où les approvisionnements en munitions sont faits convenablement, et c'est-à-dire, et ça, pareil, j'ai confiance dans l'armée française, ça veut pas dire qu'il y aura pas de raté. Ça, une fois de plus, il faut s'enlever de l'idée qu'on va adopter une solution zéro défaut. Ça n'existe pas. Voilà. Donc, il va y avoir des ratés, il va y avoir des ajustements. Dans l'article que je faisais, je parlais d'apprentissage institutionnel, c'est-à-dire, il y a des choses auxquelles on va pas avoir pensé et des problèmes qui vont se révéler, et il va falloir mettre en place une mesure qui va corriger. Mais ces mesures ont également existé pour le FAMAS. Il y a eu des faits techniques des fiches de faits techniques pour le FAMAS parce qu'il y avait des défauts, il a fallu corriger ces défauts. Et il y aura la même phase pour le HK416. Enfin, il y a la même phase qui est en cours pour le HK416. Mais au bout du bout, le HK416 est une arme qui est bonne de guerre, c'est une arme qui est saine. Donc moi, je suis très confiant sur le fait que ce sera une arme qui donnera à terme satisfaction aux forces. Ça, il n'y a pas de problème. Et donc, par rapport aux livraisons, justement, le fait qu'il y a des retours d'expérience qui seront faits, déjà le HK416F est donc, selon le cahier des charges de l'armée française, évidemment, il y aura sur la masse d'utilisateurs des retours qui seront faits, il y aura encore des améliorations, etc. Alors, on entend des trucs assez fous. C'est que les armes livrées ne sont pas au niveau de qualité, ne seraient pas au niveau de qualité des armes commandées, quoi. Moi, j'ai voilà, HK ferait, tu vois, c'est quasi, on est quasi au niveau du complot, quoi, que HK ferait en sorte exprès pour gratter quelques euros, livrerait des armes de mauvaise qualité. Et ce serait la catastrophe sur le terrain. Alors, déjà, moi, de but en blanc, clairement, on va faire partie des gens qui n'y croient pas. Quand il y a des gens qui évoquent, on voit assez fréquemment ce truc-là, des gens qui vous disent que le HK416F de l'armée française est d'une qualité inférieure à celui des MR223 civils. Je n'y crois absolument pas. J'ai visité l'usine HK avant le marché. Voilà, j'y ai fait une formation. Je vois pas pourquoi, comment ils lanceraient des productions en dégradant la qualité. Et ensuite, il y a par ils ont contre peut-être quelque chose. Une usine souterraine ou un truc comme ça. C'est ça, mais je raconterai une anecdote tout à l'heure par rapport à ça que je t'ai déjà raconté, mais que je racontais à tout le monde pour qu'on comprenne le niveau parfois on va dire, de ce que les gens peuvent raconter, et qui est faux et qui est factuellement faux. Mais dans le cas de HK, surtout par rapport au 416, il y a quelque chose que les gens il faut qu'ils gardent en mémoire. C'est déjà votre fusil MR223 que vous avez au coffre, qui va du coffre à la voiture, de la voiture au stand de tir et qui revient. Vous crapahutez pas avec toute la journée, voilà. Donc du coup, le fait qu'il vieillisse mieux, c'est logique. 99% du temps, l'arme d'un militaire ne tire pas. Hein. Exactement, elle est portée, quoi. Exactement, elle prend les intempéries, elle prend potentiellement le vautrage par terre. J'ai un petit sourire en coin parce que je repense à la vidéo avec les deux gars qui tombent en FAMAS. Mais voilà, mais voilà, et donc il est fatal en fait. C'est l'utilisation d'une arme qui va faire, et l'utilisation d'une arme, c'est pas que le tir, qui va faire que l'arme elle va vieillir plus ou moins bien. Donc comparer des armes qui vieillissent dans un coffre et des armes qui vieillissent sur le terrain, forcément ça n'a strictement rien à voir. Ensuite, quant aux allégations, des gens qui vont vous expliquer que les armes elles sont pas fabriquées chez HK, mais sérieusement, vous croyez vraiment qu'il n'y a pas des représentants de l'armée française qui vont visiter régulièrement les chaînes de production? Il y en a tous les ans. Tous les ans, il y a des délégations françaises qui visitent HK, qui regardent comment ça se passe. Est-ce que les armes elles sont recettées? Alors, j'ai pas le détail de comment les armes sont recettées. Je vous parlerai 5 secondes après du SIG 2022 parce que pour le coup, mon expérience là, elle est directe, elle n'est pas reportée. Et voilà, mais évidemment que les armes elles sont inspectées, recettées. Évidemment, j'en revenais à ce que je disais, que des problèmes, il y en a quelques-uns, que ces problèmes sont pris en charge, que comme dans toutes les entreprises du monde, les usines du monde. Exactement. Et évidemment, et certains problèmes relèvent de l'utilisateur, certains problèmes peuvent éventuellement relever du matériel, même si, on va pas se mentir, jusqu'à présent, les problèmes que moi j'ai entendu revenir du FAMAS, du 416, ne venaient pas de l'arme. Ils venaient potentiellement de l'utilisateur. Je suis pas en train de blâmer les soldats sur le terrain, je suis en train de blâmer, on va dire, l'institution. C'est bien pour ça que je parlais d'apprentissage institutionnel.
institutionnel. Et attention, quand je brame l'institution, je dis pas l'armée elle est pourrie. Je dis l'armée elle a des choses à apprendre et elle a à s'adapter. C'est ça que je suis en train de dire. Il faut bien comprendre mon propos. Les problèmes qui relèvent donc, qui peuvent relever de l'utilisateur parce qu'il y a une utilisation de l'arme qui a été faite et qui n'a pas été pensée en amont. Moi je l'ai expérimenté en police avec le SIG 2022 où les gens manipulent la culasse en mettant le doigt derrière la détente et sur les versions précoces de l'arme, et ça a été corrigé, ça débrayait la détente et ça enrayait l'arme, donc ça peut arriver. Et ensuite il y a des choix qui ont été faits qui ne sont pas des choix de HK et qui sont des choix du marché, comme par exemple on évoquait le fait d'être ambidextre. Le fait d'être ambidextre, tout simplement d'avoir un crochet de chargeur des deux côtés. Aujourd'hui il y a des gens qui vont vous dire le HK 416 c'est de la merde parce que vous faites des pertes de chargeur parce qu'on appuie par inadvertance sur le bouton qui est du côté gauche alors qu'on n'en a pas besoin et il sert à rien ce bouton là. Ouais, on est entièrement d'accord, mais sauf qu'en fait, c'est pas HK qui l'a imposé, c'est l'armée qui l'a voulu. Ouais. Donc c'est pour ça que je parle d'apprentissage institutionnel. Voilà, le 416, comme je disais, c'est le 416F n'est pas un 416A5, c'est un 416 spécifique qui a été fait pour le marché français, qui incorpore des demandes de l'armée française. Le tir à la grenade en fait partie, cette variante-là peut tirer des grenades à fusil. Voilà, c'est fait pour ça. Donc c'est normal qu'il y ait un temps d'adaptation là-dessus. Et donc pour rebondir sur l'anecdote du 2022 et par rapport à toutes les allégations qui vont vous dire que le HK il est fabriqué en Afrique du Nord, il est fabriqué en Turquie, il n'est pas fabriqué, etc. Et je parlerai de sous-traitance, je donnerai 2 mots de sous-traitance après parce que quand même il faut en parler de la sous-traitance. À l'époque du SIG 2022 quand il a été adopté, j'ai eu la chance d'aller faire une recette de SIG 2022, c'est-à-dire on va à l'usine et on inspecte 5000 armes en une semaine. Alors comment ça se passe? Donc toutes les armes sont tirées déjà, à l'époque elles étaient tirées par des équipes qui étaient composées de policiers, de gendarmes et de douaniers, vu que le marché du SIG 2022 qui était un marché de plus de 250 000 armes était un marché commun SIG, police, gendarmerie, douane. Donc voilà, toutes les armes étaient tirées. Et toutes les armes, elles étaient contrôlées. Donc, c'est pas des semaines de vacances. Même s'il y a des gens qui m'ont dit, ouais, t'es parti en vacances avec Enforder en Allemagne, pas vraiment. Et quand je suis revenu, donc j'y suis allé, ça devait être en 2006 ou en 2007. Et en 2008, dans un club de tir où je venais de m'inscrire, pas loin de là où j'habite, un mec expliquait aux gens que les SIG 2022, ils n'étaient pas fabriqués avec Enforder dans l'usine SIG historique, donc l'usine Sauer d'ailleurs, parce qu'on dit SIG, mais en fait c'est Sauer. Voilà, donc ils avaient fait une usine à côté, en parallèle, pour fabriquer les flingues à pas cher. Mais est-ce que les gens, quand ils disent des âneries pareilles, déjà réalisent à quel point il y aura un investissement considérable à faire en termes de bâtiments, de machines-outils, etc. et compagnie, alors que l'intérêt d'une usine existante, c'est de rentabiliser ses chaînes en remplissant les carnets de commandes. Voilà, mais surtout pour le coup, mais je peux dire que c'est faux et à 100%, vu que l'usine, je l'avais visité moi, et que je travaillais avec plein de collègues qui avaient fait. Moi, j'ai fait une recette, mais j'ai travaillé avec plein de collègues qui ont fait d'autres recettes. Donc, je sais que ça, c'était Arnaud, pas vrai. Arnaud, t'as touché combien pour dire tout ça aujourd'hui? Putain, 0 €, 0 centimes. Voilà. Ah non, si j'avais touché, je serais pas. Non. Si j'avais touché, je serais pas là. J'en sais rien de si je serais là ou pas, mais bon. Déjà, si j'avais touché, je me serais fait greffer des cheveux. Voilà. Non, je déconne, je m'en fous de mes cheveux complètement. Mais donc. Ouais, non, mais oui, c'est fou ce qu'on peut entendre en fait. Hein, mais ça, je l'ai entendu dire à l'époque du marché du SIG 22. J'ai entendu des gens dire le SIG 22 a été choisi parce qu'il y a eu des grosses enveloppes qui ont été touchées. Je n'y crois absolument pas. Mais ce qui est surprenant, c'est qu'il y a ça, donc il y a le SIG, il y a le HK. Oui. Par contre, Glock, par exemple, tout va bien. Mais le Glock, alors tu vois, tout à l'heure, au début de quand on a commencé à lister les 5 armes, il y avait la question un peu sous-jacente de savoir est-ce que c'est parce que le HK était déjà dans l'armée française par le biais des forces spéciales qu'il a été opté, et très clairement, moi je pense pas. Je pense que le marché a été impartial, et je le disais notamment par la présence de HK d'un côté, de la FN Herstal de l'autre, et il n'y avait aucune raison de flatter un ou l'autre. Clairement pour moi pas. Mais le Glock, pour le coup, s'il y a bien une arme que tout le monde voulait, c'était celui-là. C'est l'EPA, tout le monde voulait le Glock, voilà, les militaires voulaient le Glock, les moniteurs de tir voulaient le Glock, les gens, parce que le Glock, ils ont réussi ce truc de s'imposer comme étant, d'ailleurs une vision qui est partiellement erronée, l'arme universelle, le pistolet de combat absolu. Non, c'est un bon pistolet de combat, mais c'est pas le pistolet de combat absolu, il y a d'autres offres sur le marché qui ont des avantages, notamment l'avantage de ne pas nécessiter la percussion pour le démontage. Et des accidents, il y en a, déjà. Donc, clairement, voilà. Bon, je ferme la parenthèse maintenant sur le Glock. Mais le Glock, tout le monde le voulait, donc forcément, ça dérange personne, le Glock. De même, comment ça s'appelle, parce qu'il y a un marché dont on n'a absolument pas parlé, c'est le marché de remplacement de la A52.
par la Mag 58. Ouais. Et c'est pareil, en fait, tout le monde s'en foutait. Mais par contre, quand on voit ce que c'est qu'une Mag 58 et quand on regarde ce que c'est qu'une AA52, moi, je peux pas m'empêcher de dire que c'est une régression technologique ce qu'on a fait. Parce qu'on a pris une arme qui était un fusil mitrailleur, donc qui s'adaptait en mitrailleuse, la AA52 convertie en AAN-F1, donc arme automatique NATO F1, qui était compact, qui avait une conduite de tir qui était excellente. Quand on s'est tiré avec, ça tire très très bien. Qui était une arme qui était conçue pour la production de masse, parce que c'était de la tôle emboutie, qui était une arme pour 1952 qui était absolument moderne. Qu'il fallait adopter quelque chose de plus moderne, on est d'accord. Mais on a adopté la Mag 58, qui est une arme de 1958, dont l'architecture reprend la Browning 1919, vu que le boîtier de culasse, c'est un boîtier de culasse de 1919, et dont la mécanique, c'est la mécanique de la barre du fusil mitrailleur, Browning Bar de 1918. Bon, ça fait deux guerres mondiales, c'est bon, quoi. Ouais, bon, voilà, c'est battle proven. Non, voilà, exactement. Je plaisante, évidemment. Et vous rajoutez dessus la poignée de la MG42, vu que c'est une poignée de MG42, ça c'est le point commun, au moins ça dépayse pas les gens entre la A52 et la Mag 58, c'est qu'il y a la même poignée de pistolet dessus. Voilà, mais cette arme-là n'était pas novatrice, etc. Et c'est pareil, tout le monde s'en foutait. Mais je pense que c'est pareil pour le Glock, l'explication c'est qu'en fin de compte ça n'a rien remplacé dans le cœur des gens. C'est-à-dire il y avait le FAMAS, donc le FAMAS il était dans le cœur des gens, c'était en plus ça une arme, c'était l'arme individuelle, donc voilà. Ça faisait quelque chose de le voir disparaître. Une forme iconique, une forme... Exactement. Et c'est vrai que bon, on prend un AR-15, bon, mince, on fait comme tout le monde, quoi. Qui n'en est pas un d'un point de vue technique, qui est un AR-15 d'un point de vue ergonomique, ça oui, ça c'est tout à fait vrai, mais d'un point de vue technique, ce n'est pas un AR-15. Et est-ce que y a d'autres pays qui ont fait ce choix-là, aussi, du HK416 mais tout à fait. Hein, parce que l'Allemagne était donc ils sont passés du HK-G3 et après ils ont pris le G36, c'est ça? Tout à fait, ouais. Et ils sont toujours au G36, là, hein. Non, ils ont opté pour, justement, pareil, changer le G36 pour prendre le 416 A8. Voilà. C'est vrai qu'ils ont cette chance-là d'avoir HK chez eux. Hein, Ouais, c'est une chance, ça doit dépendre pour qui. Je suis pas sûr que pour la chancellerie, ça soit une chance, parce que j'ai pas l'impression qu'HK soit dans les petits papiers de la chancellerie en Allemagne. En tout cas, je veux dire, le pays, l'Allemagne, ils ont la chance d'avoir en tout cas un fabrrican mondialement connu dans leur pays encore. Exactement, vu qu'ils ont plus Sig Sauer, vu que l'usine des Canfordet a fermé. Donc voilà, maintenant. Donc du coup, les Allemands passent au. D'accord, il lâche le G36 là. C'est quoi? Pourquoi il a 20 ans d'existence, un truc comme ça dans l'armée allemande? Le parc est vieillissant, ça c'est une certitude. Et après, je pense qu'il y a un désir de nouveauté, il y a un désir de changer, et qui malheureusement est un désir irrationnel. Parce que j'en reviens à ce que je disais quand je déclamais mon amour pour le G36. Le G36 est le fusil probablement techniquement le plus au point et probablement un des meilleurs fusils d'assaut, si ce n'est le meilleur fusil d'assaut pour le combat d'infanterie. Bien comprendre que chaque arme peut être destinée à un usage et qu'il y a des armes qui ne seront pas forcément adaptées pour faire, voilà, comme je disais, typiquement la Kalachnikov pour faire des missions de type police. Ça n'aurait pas de sens. Donc voilà. Mais mais vraiment, le G36 était une arme qui était endurante, qui était économique, enfin qui est, parce qu'elle est encore, et je pense qu'elle a des jours devant elle, encore des jours devant elle, cette arme. Mais voilà. Mais bon, la Bundeswehr voulait quelque chose de tacticool. Je ne vais pas me faire des copains en disant ça. Bon, je m'en fous, j'ai pas de copains dans la Bundeswehr, donc je m'en tape. Mais mais techniquement parlant, le G36, de quoi chez HK, ça c'est autre chose, c'est un autre problème. Mais il voulait quelque chose de plus tacticool, et donc du coup il y avait cette solution là qui correspondait plus. Et après, en même temps aussi le remplacement FAMAS HK416 est aussi logique là-dedans où tout à fait. Le HK416 t'en fais un peu ce que tu veux, quoi, comme plateforme, quoi. Et voilà, et tu m'as coupé l'herbe sous le pied parce que c'est exactement ce que j'allais dire. Mais c'est vrai que on va dire, si on se positionne dans la logique de l'évolution du combat d'infanterie par rapport à le G36, c'est profondément un fusil de la guerre froide, et ça c'est vrai, c'est-à-dire arme faite pour globalement faire de l'infanterie et doter des conscrits en masse et à pas cher. Mais si on raisonne en termes de, toujours pareil, combat asymétrique, unité spécialisée, polyvalence, etc. et compagnie, oui, on pourrait comprendre que le 416 pourrait avoir du mieux. J'y crois pas. Le G36, honnêtement, aujourd'hui, il a été tellement accessoirisé, il existe tellement d'accessoires qu'honnêtement, bah oui, je vois la forme classique, hein. Je vois surtout forcément celui qui est dans la police, c'est le C, hein.
Alors le C, il est dans les groupes, il est au RAID, il est dans le groupe dans les groupes d'intervention. Et après c'est le KP2, celui qui a été acheté suite aux attentats. Ah oui, il y a des rails quand même. Voilà. Oui. Après c'est un peu haut, c'est vrai. Et c'est alors. Cet argument-là, on peut l'entendre, mais il y a des comment ça s'appelle il y a plusieurs gammes de poignées de ce que j'ai envie d'appeler la poignée de transport, le truc qui est dessus. Il y avait celle avec l'optique intégrée, il y en a avec des rails Picatinny, il y en a des rails Picatinny haut, il y en a avec des rails Picatinny bas. Ça peut faire partie des critiques qui vont être formulées par rapport au G36 et des gens qui vont vous dire ouais, la ligne de visée du G36 elle est élevée. Ouais, moi j'aurais tendance à trouver que celle de la R15 est trop basse. Mais c'est des questions. Voilà, les questions ergonomiques sont toujours les questions les plus difficiles à évoquer parce que c'est vraiment des questions qui sont très subjectives, déjà parfois par rapport aux individus et parfois à la mission. Donc ça, c'est vraiment compliqué. Mais par contre, on me vendra pas que le levier d'armement du 416, qui est celui de la R15, est meilleur que celui du G36. Ça, c'est pas vrai. Et on me vendra pas que le crochet de chargeur pour une mission d'infanterie du 416, il est plus rationnel que celui du G36. Parce que non, la conséquence, c'est des chargeurs qui tombent tout seuls. Donc c'est sur G36 c'est quoi, c'est style AK, c'est ça? C'est voilà, alors sauf qu'il n'y a pas l'introduction du chargeur tête bêche, on a une introduction, voilà, on le fait droit et on a un crochet de chargeur qui est vers l'arrière, qui est parfaitement bidex. Voilà, et qui a typiquement la même chose globalement que sur le même crochet que sur un SIG. Ouais, d'accord, ouais. Donc les autres pays, ouais, du coup, qui ont la Suède, pas la Suède, la Norvège, pardon, ouais, la Norvège et puis surtout des conditions climatiques quand même assez extrêmes, hein, je pense en Norvège. Absolument. Alors ils vont peut-être pas dans les pays chauds comme nous, mais ils ont le froid par contre. Oui, ça c'est sûr, je pense pas, mais par contre qu'ils vont dans les pays chauds et ça c'est sûr, les Marines quoi. Les Marines ont adopté le 416 avec le M27 IAR voulant dire Infantry Automatic Rifle, et qui est une arme un peu particulière vu qu'elle avait la mission de remplacer 50% du parc des M249, c'est-à-dire des Minimi 556 de l'armée du Marine Corps. Et ils en sont extrêmement contents. Attends, c'est une version avec un canon lourd et plus long, c'est ça? C'est une version avec un canon un peu plus lourd, un peu plus long. Ouais. Le canon doit faire 16 pouces, il en fait pas 20. C'est plus une arme de soutien. Hein. C'est une arme d'appui, voilà, c'est une arme d'appui. Et d'ailleurs, ça leur a même, on va dire, ça les a même conduits à réviser leur doctrine d'appui, vu qu'en fin de compte, au lieu de délivrer un tir automatique avec un gros volume de feu, là, de ce que moi j'en comprends avec la vision que j'ai depuis la France, ils font un usage de tir semi-automatique répété, plus lourd, mais avec des tirs plus précis, une consommation de munitions qui est moins grande, mais surtout des résultats en cible qui sont meilleurs. Parce que la Minimi, c'est un arrosoir. Hein. Voilà. Oui, la Minimi, c'est un arrosoir. Moi, j'ai été... ça fait partie des armes avec lesquelles, on va pas se mentir, moi j'ai grandi avec un bagage, on va dire, cinématographique et vidéoludique, et où je me suis dit, la Minimi fait partie des armes qui a été une énorme déception pour moi quand j'ai tiré avec, parce que effectivement, c'est très... Moi, je trouvais que c'était très décevant au tir, ça tire beaucoup de cartouches pour pas grand-chose. Donc voilà, alors après on peut avoir l'avis que ça fait baisser les têtes. Je vous invite à lire l'article sur quelques considérations sur le tir en rafale sur le site Allied Publication. On évitera les digressions. Ok. La Norvège, d'autres pays en Europe ou au niveau mondial? Probablement. Il y avait une carte il n'y a pas longtemps qui était sortie. Peut-être tu pourras la mettre à l'écran. Attends, je vais juste regarder vite fait. Bon, même si c'est Wikipédia, tant pis. Les utilisateurs, ils mettent quoi? Le Canada, tiens. Mais ça doit être pour les unités spécialisées, vu qu'à mon avis, ils n'ont pas abandonné le Dimaco. Le GTI, c'est rigolo. Albanie, Algérie, machin, Espagne. Ah ouais. Ah oui, mais c'est pareil. Alors il y a l'infanterie navale, machin, mais en fait, on revient toujours un petit peu les forces spéciales, quoi. Alors c'est quand même. Mais bien sûr, ça montre quand même une certaine qualité dans l'arme. Ah mais bien sûr. Alors, méfions-nous de ça. Ça montre une qualité, mais comme je disais, il y a toujours cette recherche de tester de nouveaux trucs, et donc du coup, à ce titre-là, il y a beaucoup d'armes qui vont être essayées. C'est utilisé par le machin, et en fait... La question sur une arme qui est utilisée par les forces spéciales, il faut regarder combien de temps elle reste en service dans les forces spéciales. C'est-à-dire une arme qui est utilisée par les forces spéciales mais qui va rester en service pendant 2 ans, globalement on peut se dire qu'elle n'a pas donné satisfaction. Quand l'arme elle a fait globalement, j'ai envie de dire, plus de 5 ans, plus de 10 ans, alors là c'est que vous êtes tranquille, c'est que l'arme globalement elle a plutôt donné satisfaction. Ok. D'accord, donc écoute, on conclut un peu là-dessus, sur le fait que finalement on se dote quand même d'une plateforme moderne. Alors, indirectement, ok, l'ergonomie de base, c'est la R15 des années 60,
mais ça a été entièrement revu quand même par HK. Oui, absolument. On a une arme donc où on peut mettre des accessoires comme on a envie, beaucoup plus facilement que ce que proposait évidemment le FAMAS, hein, même la version valorisée, hein, ou Félin, voilà. Que dire de plus, ça a été largement utilisé partout, un peu partout sur la planète, hein, donc les retours d'expérience sont quand même tous positifs. Voilà. Absolument. Et voilà. Et moi j'ai confiance. Toi t'as confiance. Voilà. Okay. Voilà, il y a des armes avec lesquelles j'aurais pas eu confiance. J'aurais pas eu confiance avec une plateforme de type AR-15. Clairement, vraiment, c'est-à-dire avec le tube adducteur, avec le système qui envoie les gaz à l'intérieur de l'ensemble. Si on avait adopté le là, M16A4, j'aurais pas eu confiance. Voilà. Quand il y a eu l'adoption du Glock, j'ai confiance dans le Glock en termes de fiabilité, même si j'ai des réserves sur certains points d'utilisation particulière par rapport à la puissance de la percussion. Mais je me dis, ça c'est un risque maîtrisé, donc je pense que c'est parfaitement faisable. Par contre, moi, quand il y a eu l'adoption du Glock, je me suis dit, doter une arme où on est obligé de percuter pour démonter, avec un public aussi large que les forces armées, parce qu'il faut bien comprendre, vous qui nous écoutez, qui probablement aimez les armes à feu, ne tombez pas dans le piège de croire que tous les militaires sont passionnés d'armes à feu comme vous l'êtes ou comme nous le sommes. Et c'est pareil pour les policiers. Pensez bien qu'il y a plein de gens qui sont là parce qu'ils ont besoin d'avoir un métier. Et ce n'est pas une critique. Et l'arme est un outil. Et l'arme est un outil de ce métier, effectivement. Et là, ne rêvez pas des accidents, parce que pareil, il y avait des gens qui avaient réagi là-dessus chez Jan Schroeder en disant qu'ils ne concevaient pas que les gens puissent se tromper à ce point-là. Mais ne vous trompez pas, l'arme est un outil et ce n'est pas nécessairement l'objet de leur passion. Vous êtes probablement ici parce que vous aimez ça. Donc forcément, vous avez déjà un regard qui est biaisé. Et moi avec. Mais l'avantage que j'ai eu par rapport à mon expérience professionnelle, c'est que je peux me détacher un petit peu de ce prisme de lecture de passionné en me disant « Oula, mais les mecs en face, en fait, les armes, c'est pas leur passion. » Parce que quand je suis arrivé là-dedans, c'était ce que je me disais. Et je vais vous en raconter une qui va vous faire probablement bondir. Ne vous dites pas que les armuriers dans les forces armées sont des passionnés. Il y en a, mais je peux vous garantir que c'est pas systématiquement le cas. Il y a des gens qui arrivent dans les armureries, dans les forces armées, parce que dans le parcours, il y avait besoin d'un armurier à ce moment-là, et c'est pas leur passion. Et une fois de plus, et c'est un métier comme un autre, et puis voilà. Exactement. Ce n'est pas une critique. Ne prenez pas ça pour du mépris ou quoi que ce soit. Non, pas du tout. Et ça veut pas dire que les gens font mal leur travail. J'ai rencontré des gens qui n'étaient pas passionnés par leur boulot et qui le faisaient très bien. L'un n'empêche pas l'autre. Ok, bon écoute, on va s'arrêter là, je pense. Voilà, on a balayé quand même pas mal de choses. Il y aurait probablement encore beaucoup de choses à dire. Moi j'aimerais bien un jour essayer un MR223. Malheureusement les prix sont beaucoup trop élevés. 3000 €, c'est cher. Ça pique, hein. Ouais, ça pique. Les retours que j'ai eu de potes qui en ont eu, très positifs aussi, hein. Très positifs, voilà. Donc, moi j'ai trouvé que ça tirait très bien. Pour du tir sportif, visiblement, c'est excellent. Donc moi voilà. Que ce soit 416, 417, j'ai tiré les deux. Les deux armes sont des armes qui tirent très très bien, avec les deux un comportement au tir qui est très agréable. Vraiment le nettoyage des deux armes est nickel. Voilà. J'ai une préférence à ce titre-là par rapport au 4. Je préfère le 416 par rapport au SCAR, donc entre guillemets, j'ai pas de regret sur le fait que ce soit le 416 par rapport au SCAR dans le marché de l'armée française. Et j'aurais eu confiance dans les deux armes de toute manière. Donc honnêtement, moi, c'est un choix qui me convient. J'aurais préféré qu'il soit français. On va le répéter évidemment, ouais. Exactement, mais vu qu'on n'était pas capable de concevoir l'arme, j'aurais rêvé qu'on achète la licence et qu'à minima on le fabrique en France. Et ça aurait été vraiment chouette. Ouais, ça aurait été cool, ça, c'est clair. Ouais. Bon, eh bien écoutez, n'hésitez pas à poser vos questions dans les commentaires, vos avis, vos retours d'expérience même avec le HK416 pour ceux qui ont, j'allais dire le privilège, je sais pas, de l'utiliser aujourd'hui dans l'armée. Mais t'inquiète pas, tu auras bientôt ce privilège quand on va te déployer sur le front d'Odessa. Ne t'inquiète pas Thomas. Non, je t'ai déjà dit, j'ai bientôt l'âge où je serai plus mobilisable. Voilà, mais si tu verras. Ok, et puis voilà, allez voir le travail d'Arnaud. Je remets les liens dans la description, sur LAI Publications, la chaîne YouTube évidemment, et puis et abonnez-vous.
Abonnez-vous à la chaîne, des abonnez-vous. pouces rouges, Non, voilà, bleu. Tipeee. C'est bleu. Ah merde, Ah ouais, pouce non, rouge. rouge, oula, ça va être le dislike. Ah purée, la shitstorm, hein. on va prendre une flopée de pouces rouges. La vidéo Voilà, la mais plus tu vois, dislikée de la chaîne, quoi. Exactement, Merci la Arnaud. plus dislikée de la chaîne, merci Arnaud. Non, des pouces bleus, pouces en l'air. Ouais, Voilà, voilà, pouces pouce en en l'air. l'air. Voilà, ça marche. Ok, allez, ciao. Salut à tous.